Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les performances en matière d'ISR sur les marchés financiers. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Olivier Cassé. Bonjour Olivier Cassé. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant ISR Action Européenne chez Sycomore Asset Management. Alors expliquez-nous, depuis le début de l'année 2025, comment se porte l'ISR en bourse? Quelles sont les performances de l'ISR? Alors, tout d'abord, j'ai le plaisir de faire ce point régulièrement avec vous sur les performances des fonds actions européennes ISR. Et on ne va pas bouder notre plaisir. À chaque fois que je viens ici, je dis que ça se passe plutôt pas mal. Bien sûr. C'est vrai qu'on a un contexte relativement porteur. Les marchés actions en zone euro, en Europe, sont depuis le début de l'année sur des performances à deux chiffres, entre 10 et 15%. Après, quand on parle de la gestion ISR, je dirais on ne déroge pas au classique débat de moyen-long terme de la capacité à délivrer de la surperformance par rapport à des indices généralistes, bien sûr, comme l'Eurostoxx ou le Stoxx Europe. Et sur la gestion ISR et sur tous les marchés européens, la sélectivité, le stock picking a été clé. D'accord. Je dis des performances à deux chiffres, c'est vrai depuis le début de l'année, ou si on regarde sur un an, en gros, vous avez entre 10 et 15% de performance sur les indices Eurostoxx ou Stoxx Europe, mais vous avez 40% des valeurs de ces indices-là qui délivrent des performances négatives. D'accord. Donc c'était vraiment clé de faire, entre guillemets, choisir le bon cheval. Donc ça suffisait pas de faire de la gestion passive sur un ETF ISR, ça par pouvait exemple, rapporter, mais en tout cas, quand vous faisiez de la gestion active, il était important de ne pas se tromper dans la sélectivité. Okay. Et l'exemple que j'aime bien citer, c'est l'exemple du DAX, parce que c'est l'indice allemand qui surperforme depuis le début de l'année et depuis un an. Sur un an, le DAX 40 est à plus 30%. Et là, vous avez en effet plus de la moitié des valeurs qui sont dans le rouge. Alors, il y a des secteurs qu'on a en tête, l'automobile, la chimie, qui font face à des défis stratégiques structurels, mais même certains secteurs comme la santé ou comme la consommation, on est également sur des performances, sur un Beiersdorf, sur un Siemens Healthineers, on est sur des performances entre moins 10 et moins 15. Et donc, ce qu'on voit sur des indices nationaux, on le retrouve sur des indices ISR, enfin, dans une thématique ISR. Exactement, on peut le retrouver dans les thématiques ISR. Alors, quand on parle de gestion ISR, très souvent, dans les fonds actions, on sait qu'on a un biais qui peut être qualité-croissance. Oui. C'est encore plus vrai sur les fonds article 9, très souvent, qui sont des fonds positionnés sur des thématiques, des méga-tendances. Donc, quand on parle de méga-tendances, on parle de croissance, et donc on a un biais qualité-croissance. Et ce qu'on voit depuis le début de l'année, et c'est vrai également sur un an, c'est qu'on a eu une sous-performance des valeurs de croissance par rapport à l'ensemble des marchés, et notamment par rapport au secteur value. Et c'est une sous-performance qui est assez notable, hein. C'est plus de 10 points depuis le début de l'année, et c'est plus de 15 points de sous-performance des valeurs de croissance sur un an. Donc c'est vrai que quand on regarde ce biais de style, et notamment pour des fonds article 9 thématiques de croissance, c'était un petit peu plus compliqué par rapport aux indices généralistes. Et ça, on l'explique comment? C'est le contexte économique qui l'explique? Alors, il y a, à mon sens, on a deux raisons. Il y a une première raison qui est liée à la fluctuation sur les taux d'intérêt. D'accord. C'est vrai que, notamment, on l'a connu en fin d'année dernière, après l'élection de M. Trump aux États-Unis, et les tensions sur les taux obligataires américains. Et donc, cette tension sur les taux obligataires vient peser sur les valorisations de tous les actifs qu'on dit à duration longue. Et quand on regarde les marchés actions, il se trouve que ces actifs-là, ce sont plus des valeurs de croissance. Oui, donc ça, quelles que soient les thématiques ou quels que soient les secteurs d'activité. Quelles que soient les thématiques. Après, derrière les valeurs de croissance, c'est vrai qu'on est très souvent sur des sociétés un petit peu plus internationalisées. On l'entête depuis 15 ans, les belles sociétés de croissance, ce sont des sociétés qui étaient positionnées en Asie, notamment en Chine, ou aux États-Unis. Malheureusement, en Chine, depuis quelques trimestres, et aux États-Unis, depuis l'élection de M. Trump, on voit que le contexte est un peu plus compliqué et on manque de visibilité. Et donc ça, c'est venu pénaliser ces valeurs un peu exportatrices et donc pénaliser en relatif les valeurs de croissance par rapport au marché. Après, si on regarde un petit peu plus loin, notamment en termes de secteurs, on a des secteurs qui ont très très bien marché, et c'est vrai depuis le début de l'année, et c'est vrai sur un an, le secteur bancaire s'est largement démarqué, et on a des performances à plus de 35 ou 40% sur ces périodes-là. Le secteur bancaire, sur certains fonds, est investissable, notamment on le retrouve... Sur certains fonds ISR? Sur certains fonds ISR, pardon, et notamment sur les fonds article 8 qui ont un petit peu plus de latitude dans leur gestion. Sur des fonds article 9 thématiques, et pour certaines thématiques, il n'y a aucune relation avec le secteur bancaire. Si vous étiez absent de ce secteur-là, vous aviez très peu de chances de faire mieux que les indices. D'accord, ensuite, je comprends. On a d'autres secteurs ou segments qui ont très bien fonctionné sur les dernières semaines. On a en tête le secteur de la défense. Alors là, on arrive sur un long débat. Sur un grand débat sur est-ce que c'est de l'ISR ou non. Oui, bien sûr. Exactement. Alors, on est tous d'accord pour dire que sur certains segments de la défense, ce n'est pas investissable. Notamment les conventions d'Oslo ou d'Ottawa sur les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions. Ça, vous ne retrouverez pas dans les fonds ISR.
Ensuite, des fonds qui ont certains labels ISR au niveau européen ne peuvent pas investir dans le secteur de la défense. D'accord. C'est vrai sur le label belge, typiquement. Alors, c'est un label qui pourrait revoir sa position sur les prochains mois, mais en tout cas, aujourd'hui, vous ne pouvez pas investir sur le secteur de la défense si vous avez ce label-là. Dans ce cadre-là, le label ISR français vous permet d'investir sur le secteur de la défense. D'accord. Ça, c'est les deux premiers niveaux. Alors même qu'on est sur une nouvelle version du label ISR plus strict. Oui. Voilà, à partir du moment où vous avez certaines valeurs qui sont plutôt bien notées d'un point de vue extra-financier, le secteur de la défense ou des valeurs de la défense peuvent être investis. Il n'y a pas d'exclusion de facto du secteur de la défense. Ensuite, ça dépend société de gestion par société. C'est ce que j'allais dire chez Sycomore Asset Management. Comment est-ce que vous gérez ce sujet? Parce que déjà, c'est un débat au sein des professionnels de la gestion ISR. C'est un débat un petit peu plus large, effectivement, même au sein de la société. Et derrière, c'est un secteur qui fait des performances en bourse, et donc on pourrait se dire, bah oui, effectivement, c'est un vecteur de performance comme un autre quand on doit délivrer de la performance à ses clients. Exactement. Alors, nous, d'un point de vue extra-financier, on a assoupli notre politique, et notamment notre politique d'exclusion ISR. D'accord. Et c'est pas que de la sémantique, mais en fait, j'ai tendance à dire qu'avant, on excluait l'armement, dorénavant, on peut investir dans la défense. Mais c'est pas que de la sémantique. Et quand je reprends les propos d'Éric Lombard, notre ministre de l'économie, on voit bien qu'après l'élection de Donald Trump, on se doit d'investir dans le secteur de la défense pour des raisons de protection de notre souveraineté et de nos valeurs démocratiques. Mais comment on fait la différence entre armement et défense, du coup? Alors, on arrive, chez Sycomore Asset Management, on a exclu de cette politique d'exclusion le secteur de la défense. D'accord. Et là, donc on a réintégré le secteur de la défense. Exactement. Et là, on arrive sur une analyse extra-financière classique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'analyser les valeurs de ce secteur-là de manière différente d'un autre secteur. Donc on va regarder des sujets de gouvernance. D'accord. Et donc dans l'univers européen, on a des acteurs qui ne passent pas, notamment un SAB ne passe pas, c'est pour des raisons d'indépendance du board ou de non-présence de comité de durabilité, ça ne passe pas. Et d'autres acteurs qui peuvent passer, qui sont un petit peu plus ou mieux disants par rapport au secteur et qui peuvent avoir une bonne note extra-financière et donc qui peuvent être investis sur les fonds ISR. Et c'est sûr que quand vous regardez les classements des fonds européens ISR depuis le début de l'année, il y a une grande différence entre les acteurs qui pouvaient investir dans ce secteur-là et ceux qui ne pouvaient pas. Parce qu'on est sur des performances très souvent au-delà des 100% pour les valeurs du secteur. Souvent, quand on essaye de faire la différence entre armement et défense, il y a un enjeu souveraineté qui est mis en avant. La souveraineté, ce n'est pas une catégorie ou un indicateur ISR. Est-ce que pour autant, c'est quelque chose qui est pris en compte si c'est un acteur européen, un acteur français ou au contraire un acteur international? Alors, moi de mon côté, je suis investisseur et gérant sur des fonds européens. Donc on regarde l'ensemble des acteurs européens. Et c'est vrai que quand on se penche sur la situation européenne, on voit bien que les budgets de la défense vont être alloués en priorité sur des entreprises européennes. Donc l'avantage qu'on a de pouvoir investir sur ces acteurs-là européens de la défense, c'est de penser qu'à horizon 2-3 ans, on va avoir en effet des carnets de commandes qui vont se remplir et voilà, des marges qui devraient également bien se tenir. Donc je trouve que dans le secteur de la défense au sens global, l'avantage également est d'investir sur la partie européenne avec une forte hausse qui devrait arriver sur les budgets de défense. Alors c'est allé très très vite au niveau boursier, comme je disais tout à l'heure sur les performances. Maintenant, on a tendance à court terme, mais là c'est plus sur la partie valorisation et financière, être un petit peu plus prudent et espérer que le marché retombe un petit peu. On l'a connu sur les dernières années sur des grandes tendances. On a parlé de l'obésité, du GLP-1, on a parlé de l'intelligence artificielle. Très très vite au début, on a des bulles, ça se tasse un petit peu et c'est sans doute là où il faut revenir sur ces dossiers parce que ça reste des belles histoires de croissance de moyen long terme. Merci beaucoup Olivier Cassier de nous avoir accompagnés donc, dans Investir Responsable. Je rappelle que vous êtes gérant ISR Action Européenne chez Sycomore Asset Management. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.